Bonjour monsieur, entrez. Bonjour. Vous êtes ici dans la magnifique galerie qui abrite les collections du musée d'histoire de la médecine de Paris. C'est un endroit étonnant, non? Oui, je vois déjà la trousse du chirurgien qui a fait l'autopsie de Napoléon, c'est impressionnant. Si vous parcourez cette galerie, vous découvrirez de nombreux instruments de chirurgie, des trousses donc de médecins célèbres, d'apothicaires, et sur la mezzanine, l'ancêtre des appareils de radiographie. À ce propos, est-ce que vous voulez bien vous installer sur ce fauteuil? Bien sûr. Nous aimerions vous poser quelques questions concernant le rôle du radiologue dans l'arthrose. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les techniques permettant de mettre en évidence le pincement articulaire arthrosique à la hanche et au genou? La réponse c'est à la fois le plus simple et le plus difficile puisque ça repose sur les radiographies standards. Mais les radiographies doivent être d'excellente qualité, bien entendu. Par exemple en charge au membre inférieur, et parfaitement centrées, parfaitement symétriques. Et l'interligne s'apprécie par comparaison au côté opposé. Quels sont les signes caractéristiques qui permettent de différencier les ostéophytes des anthésophytes? Ça, c'est une question très importante parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, un ostéophyte, c'est très important pour le diagnostic d'arthrose. Tout le monde pense que c'est l'épaisseur de l'interligne qui fait l'arthrose, mais souvent les signes sont peu francs et il y a, chez certains sujets, une asymétrie entre les interlignes. Donc le fait d'observer un autre signe comme l'ostéophyte est somme toute extrêmement important. Encore faut-il être sûr que ce soit un ostéophyte et non pas un anthésophyte. Alors le grand principe, c'est qu'un ostéophyte est en marge d'articulation. Il est en bordure de cartilage. C'est une métaplasie osseuse du cartilage hyalin articulaire. Donc il est vraiment il prolonge le cartilage et l'interligne articulaire. Tandis que l'anthésophyte, lui, se situe plus régulièrement, d'abord en dehors des articulations, aux insertions tendineuses, mais même quand il approche l'articulation, il est à la zone d'insertion capsulaire. Donc un peu plus loin, puisqu'en règle générale, presque partout, la capsule articulaire ne s'insère pas en bordure de cartilage, mais un peu plus loin, après une zone, si vous voulez, d'os nu, un os qui est intra-articulaire, mais qui n'est pas recouvert de cartilage. Donc l'anthésophyte se trouvera un petit peu plus loin, à la zone d'insertion capsulaire. Pouvez-vous nous préciser les caractéristiques de la condensation sous-chondrale observée au cours de l'arthrose? Alors là, c'est aussi un élément important parce que d'abord c'est difficile de différencier la condensation sous-chondrale arthrosique de la condensation sous-chondrale normale parce qu'en regard de toute os sous-chondrale normale, en charge, il y a une condensation. En règle générale, cette condensation normale, elle est relativement bien limitée, linéaire et parallèle à l'interligne articulaire et à la zone de charge. La condensation sous-chondrale de l'arthrose, d'abord, elle est en zone de pression maximale, là où se situe par exemple le pincement. Par exemple, dans une hanche, elle sera en regard du toit du cotyle, juste à l'apex de la tête, ou encore au genou, on aura une importante condensation sous-chondrale du côté de l'arthrose fémorotibiale interne ou externe. Et en revanche, dans l'autre compartiment fémorotibial, on aura plutôt une déminéralisation qui traduira, au contraire, le déficit de charge, contrairement à l'autre côté où il y a un excès de charge. Puis, autre point important, la condensation sous-chondrale arthrosique, elle est progressivement dégressive vers l'os normal. Elle fait une espèce de cône elle reproduit, si vous voulez, le cône de pression, comme on peut se le représenter en mécanique. Dans l'arthrose, on observe souvent des géodes sous-chondrales sur les clichés radiographiques. Quelle est leur signification? Alors, je dirais que la géode sous-chondrale, c'est peut-être le plus difficile comme signe d'arthrose.
D'abord, il est un peu moins fréquent que les autres signes. Deuxièmement, ça peut être un signe isolé. Troisièmement, ce n'est pas toujours facile à voir de dire qu'il y a une géode sous-chondrale. Et c'est beaucoup plus facile avec un scanner, par exemple, qu'avec des radiographies simples. Puis, dernier point, il peut y avoir des géodes isolées qui ne sont pas arthrosiques. En effet, il existe dans les articulations, il peut exister ce que l'on appelle le kyste mucoïde juxta-articulaire. C'est-à-dire que dès qu'il existe un pertuis dans le cartilage et dans l'os sous-chondral, ce pertuis peut faire clapper, le liquide articulaire peut pénétrer dans un sens, dans le sens qui fuit l'articulation et déterger dans l'os sous-chondral une géode, un kyste qui va rester longtemps isolé sans que ne survienne d'arthrose. C'est ce qu'on appelle le kyste juxta-articulaire. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à la géode arthrosique, puisque quelquefois, certaines coxarthroses sont inaugurées par la géode sous-chondrale. D'où l'importance de trouver en association à cette géode un minime pincement, un petit ostéophyte, d'où l'importance, je ne l'ai pas dit peut-être tout à l'heure, de sensibiliser la recherche du pincement articulaire. Alors, le pincement articulaire doit être recherché sur les clichés en charge, surtout au membre inférieur, puis c'est surtout du membre inférieur dont il s'agit. La mise en charge est essentielle pour le genou, elle est aussi importante à la hanche, bien que ça soit un peu plus discuté pour la hanche. Mais il y a aussi des clichés qui sensibilisent cette recherche. Par exemple, au genou, tout le monde connaît le cliché en Schuss. C'est un cliché qui est fait avec une petite flexion des genoux. Pourquoi ? Parce que la zone du cartilage qui s'use en premier lieu dans l'arthrose est mise en charge avec un peu de flexion. Vous avez remarqué qu'on ne marche pas les genoux raides, on est presque tout le temps en flexion. Donc la zone d'usure cartilagineuse se met en charge avec un peu de flexion. D'où l'importance de ce cliché en Schuss qui reproduit cette légère flexion des genoux et qui peut montrer un pincement alors que le cliché en charge, genou droit, ne va pas le montrer. À la hanche, il y a un cliché extrêmement important qu'on appelle le profil de Lequen, qui d'ailleurs est bien sûr très très bien connu en France. Tout spécialiste de l'arthrose connaît ça en France. C'est un profil qui est en fait un espèce de trois quarts qui met le toit de cotyle de trois quarts et permet de le voir en fait bien de profil, en fait, la partie antérieure du toit de cotyle, là où commence l'arthrose. Parce qu'en fait l'arthrose commence plutôt en avant et sur le toit du cotyle, plutôt qu'en externe, comme on le voit sur la radio de face. Alors ce cliché en faux profil, qui doit d'ailleurs être comparatif, tous ces clichés doivent être faits par comparaison, parce qu'il existe une grande variabilité d'un sujet à l'autre, donc il est important d'avoir ce point de comparaison. Et sur ce cliché, on verra parfois des pincements qui n'apparaissent pas sur le cliché en face. Et d'ailleurs, c'est un problème dans les études anglo-saxonnes, parce que dans les études épidémiologiques anglo-saxonnes, ils disent que leur cohorte de patients qu'il n'y a pas de pincement, alors que nous, on sait bien que le faux profil aurait montré chez ces patients un pincement qui échappe dans au moins 3/4 des cas sur la radiographie de face. Donc, je dirais qu'en fait, tous ces signes sont importants et il faut les associer. Ils ont tous leur zone d'incertitude. D'ailleurs, vos questions le reflètent. Et c'est souvent en confrontant les uns et les autres, en apprenant à les lire, par exemple, pour l'ostéophyte, un double fond. Ça paraît évident de dire qu'il y a une ostéophytose dans l'arrière-fond du cotyle. Mais savoir bien lire un double fond, d'ailleurs, je dois dire très humblement que c'est encore récemment que Michel Lequen me remontrait des doubles fonds que je n'aurais pas vus et qui permettent clairement, et d'ailleurs facilité par la radiographie numérisée qui certes a des inconvénients, mais a aussi d'énormes avantages dans la qualité des contrastes, qui permet de reconnaître le petit ostéophyte qui va donner tout son crédit à une petite asymétrie d'interligne articulaire qui aurait pu être discutable.
Par exemple, vous savez que près un pourcentage important, peut-être 20% des personnes, ont presque 1 mm de différence dans l'épaisseur des interlignes sur les clichés de hanche du bassin entre les deux hanches. Donc, quand on est dans cette zone d'1 mm de différence, il est crucial de reconnaître la petite condensation, le petit ostéophyte ou la géode sous-chondrale. De même, dans le genou, il est capital de chercher la condensation sous-chondrale qui va donner du crédit à un pincement douteux de l'interligne. On a largement parlé des radiographies, mais qu'en est-il dans l'arthrose des autres moyens d'investigation ? J'ai parlé de la radiographie, c'est pas par hasard, c'est parce que ça reste au quotidien l'examen radiologique de base, est incontournable. Et puis non seulement de base, mais aussi de l'essentiel, puisqu'on résout avec des radiographies 98-99% de nos problèmes. Et quand problème se pose, c'est le plus souvent qu'on n'a pas tiré le meilleur parti des radiographies, soit sur le plan technique, soit sur l'interprétation des films. Alors, est-ce qu'il y a une place pour les autres examens d'imagerie moderne, l'IRM, le scanner Oui, je dirais que ces examens nous servent à authentifier les signes, surtout le pincement de l'interligne. Et pour mesurer le cartilage, l'examen de référence, en tout cas en France, c'est sans aucun doute l'arthroscanner qui permet de silhouetter grâce au produit de contraste que l'on injecte dans l'articulation le cartilage et permet de voir son épaisseur, sa régularité. On en a besoin, disons, une fois sur 100 dans les patients qui se présentent, même parmi les patients qui se présentent pour la première fois pour une douleur arthrosique d'une grosse articulation. Ceci dit, dans ces cas difficiles, l'arthroscanner nous rend un grand service. Alors, un petit mot de l'IRM. L'IRM, on la demande beaucoup parce qu'on en a besoin dans ce qui n'est pas de l'arthrose. Pour l'ostéonécrose de la tête fémorale, par exemple, pour une fissure sous-chondrale au genou, pour l'algodystrophie. Mais en revanche, pour ce qui est de l'articulation elle-même du cartilage, elle fait beaucoup perdre du temps en fait. Elle montre un œdème et puis elle ne donne pas véritablement la solution. Alors, il y a encore un examen qui est en train d'apparaître, qui est en train de se faire une place très importante, notamment aux États-Unis, parce que curieusement aux États-Unis, même en Angleterre d'ailleurs, l'arthroscanner est très peu utilisé. On considère que c'est une méthode irradiante qui demande une intervention médicale plus importante. Et on utilise beaucoup plus l'arthro-IRM qui est plus à la mode, il faut le dire, à la mode aux États-Unis. Et ceci dit, l'arthro-IRM n'a pas tout à fait la résolution de l'arthroscanner qui a une résolution spatiale, c'est mécanique, du fait de la taille des détecteurs, qui est supérieure à celle de l'arthro-IRM. Donc, disons, pour se résumer, la radiographie, c'est la pierre angulaire, non seulement la façon de débuter l'exploration, mais celle qui résout les problèmes presque toujours. Et en cas de difficulté, l'arthroscanner est très précieux pour confirmer le pincement de l'interligne, mais aussi pour confirmer une géode ou un ostéophyte. Maintenant, si vous le voulez bien, vous allez vous avancer jusqu'à l'écran bleu qui se trouve à votre droite. Ah, mais avec plaisir. J'ai pas le temps de regarder ce magnifique musée, alors c'est dommage, je ferai peut-être après. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Prenez la télécommande. D'accord. Et appuyez sur le bouton rouge, parce qu'on vous a préparé une surprise. D'accord. Voilà, c'est parfait. Nous sommes ici au cœur de l'hôpital Lariboisière. C'est le premier hôpital qui a été bâti par l'administration de l'assistance publique, la toute nouvelle administration qui date de 1849. Et cet hôpital sera inauguré en 1854. Et c'est en fait le premier grand hôpital bâti après la Révolution. Cet hôpital est marqué par deux grandes préoccupations.
La première préoccupation que l'on voit bien lorsque l'on examine la disposition des bâtiments, c'est une préoccupation hygiéniste. Les vieux hôpitaux, à cette époque-là, étaient des hôpitaux dont les salles de malades communiquaient les unes avec les autres. Et donc la contagion, alors on connaissait mal les contagions, on parlait de miasme parce qu'on pensait que cette contagion se faisait par des corpuscules qui circulaient dans l'air. Donc entre les bâtiments, on établit de larges espaces qui permettent une bonne ventilation. Et pour éviter que la propagation des affections puisse se faire directement de salle à salle, eh bien ces bâtiments ne communiquent plus que par une galerie extérieure. Il faut donc vraiment se déplacer pour aller d'un bâtiment d'hospitalisation à un autre. Et la deuxième préoccupation, on travaille avec une architecture nouvelle et on veut donc lui donner un caractère artistique marqué. Ces œuvres d'art n'auraient pas pu être installées si n'était venue à ce moment-là une donation formidable pour l'époque, qui est celle de Élisa Roy, comtesse de Lariboisière. Et elle a légué la nue propriété de tout ce qu'elle possédait à la ville de Paris pour construire un asile qui, pour les pauvres, qui porterait son nom, Lariboisière. Alors, si on s'intéresse au site, eh bien là, on voit très clairement la disposition des bâtiments d'hospitalisation groupés autour d'une cour centrale. Les fenêtres sont particulièrement hautes. C'est qu'en effet, les salles d'hospitalisation, pour des raisons d'hygiène, devaient être particulièrement vastes. Pour chaque lit de malade, il fallait un certain cubage d'air et ce cubage, naturellement, était obtenu en élevant les plafonds. Alors ça, c'était les bâtiments d'hospitalisation. Il y en avait donc 6. En hauteur, le premier et le deuxième étage, c'était les services de médecine. Au rez-de-chaussée, les services de chirurgie. Il faut quand même rappeler la vision dantesque que donne d'une hospitalisation dans une salle de Lariboisière en chirurgie Émile Zola dans l'Assommoir. Lorsque Copeau fait une chute depuis la toiture et est amené en urgence à l'hôpital, et Zola raconte qu'on l'y amène de nuit, éclairage au gaz, donc juste de petites veilleuses dans la salle. Les malades réveillés par l'arrivée de ce nouveau malade, en chemise, assis dans leur lit, et ils comparent l'entrée de Coupeau dans la salle à un enterrement, avec les tombes qui seraient représentées par les lits. C'est dire que Zola n'est pas particulièrement optimiste, mais que la situation générale, l'ambiance et puis la disposition des salles hospitalières ne devait pas être particulièrement réjouissante non plus. Heureusement que depuis l'époque de Zola, des progrès ont été faits tant au point de vue du confort du malade que de la qualité des soins, dans ce lieu que, je crois, vous connaissez particulièrement bien. L'hôpital Lariboisière, oui, je connais un petit peu, oui, je ne dirais pas que j'y suis né, mais presque. Ben oui, bien sûr, j'ai vu, j'ai vu les dernières salles communes. Au cours de mon internat, mes premiers semestres, j'ai eu une salle de 32 femmes âgées. C'était du travail, mais c'était formidable parce que chacune avait son histoire. Ça, ce serait plus concevable maintenant, mais ça se passait bien. C'était pas si catastrophique, c'est inconcevable maintenant.
Et on arrivait à soigner dans des conditions précaires, mais on y arrivait. C'est sûr que maintenant les préoccupations sont tout autres. Puis l'exigence des patients aussi n'est pas ce qu'elle était. C'était quand même à l'époque un peu visionnaire de prévoir la circulation des miasmes pour éviter les maladies, alors qu'on n'avait pas mis encore en évidence les germes. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude qui consiste à anticiper des actions sans avoir en réalité la preuve de leur validité? Oui, mais si je veux dire que nos anciens n'avaient pas notre connaissance, mais ils n'étaient pas forcément bêtes. Cette idée de miasme qui paraît effectivement maintenant, c'est vrai quand on lit les ouvrages de médecine ancienne, les miasmes c'est un terme mystérieux, mais enfin, par exemple la contamination là, dans la pneumopathie virale qui frappe actuellement en Asie, et même un peu dans les pays occidentaux, ce sont des miasmes. Hein. Si on met une bavette, c'est bien qu'un masque, c'est bien parce qu'il y a des miasmes. Donc il y a quand même un instinct médical, un sens médical qui jouait, qui fait qu'on peut dans certains cas anticiper certains mécanismes. Et j'espère que nous aussi, on est capable, sans en avoir encore les connaissances, d'anticiper certains mécanismes. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, vous allez reprendre la télécommande. Oui. Et on va lancer le deuxième reportage. D'accord. Un méridien est une ligne qui passe par les pôles, nord et sud de la Terre, et qui passe aussi par le zénith que nous avons au-dessus de notre tête, c'est-à-dire par le point où nous nous trouvons. Cette carte de France est celle sur laquelle se trouve la toute première représentation du méridien de Paris, avec le parallèle de Paris, repère en longitude, repère en latitude. Vous êtes ici sur une des représentations du méridien de l'Observatoire de Paris. Ce méridien a été fixé le 21 juin 1667, jour du solstice d'été cette année-là. Les astronomes de l'Académie des sciences, qui en ont fixé l'orientation en observant la hauteur du Soleil de part et d'autre du méridien ce jour-là, ont imposé à Claude Perrault, l'architecte du bâtiment que vous pouvez voir au fond du parc, que le bâtiment soit symétrique par rapport à ce méridien de Paris. Donc c'est l'axe de symétrie du bâtiment qui représente le méridien de l'Observatoire de Paris, le méridien de Paris, et vous en trouvez des représentations dans différents emplacements du bâtiment, à différents niveaux, que nous pouvons visiter. Vous êtes ici au deuxième étage de l'Observatoire de Paris, dans lequel nous avons une très belle représentation du méridien de l'Observatoire de Paris. Lorsque Cassini, astronome de Bologne, est arrivé en France en 1669, Louis XIV et Colbert lui ont soumis les plans de l'Observatoire de Paris et il a demandé à l'architecte Claude Perrault de lui ménager au deuxième étage une très grande salle dans laquelle il pouvait tracer une méridienne. Mais il arrive à l'Observatoire de Paris quand des gens comme Picard, Auzout et quelques autres avaient déjà mis au point des quarts de cercle comme ceux qu'on peut voir dans les collections de l'Observatoire de Paris, qui étaient beaucoup plus précis pour les observations astronomiques. Donc il tire ici, comme on dit, une méridienne provisoire avec en haut, ici, à la place de la lentille que vous voyez, une pièce métallique avec un petit trou qui permet à midi-vrée local d'avoir la projection de l'image du Soleil sur le sol. À midi-vrée local, c'est-à-dire au moment où le Soleil est dans le plan du méridien qu'on définit d'une façon ou d'une autre et que vous avez représenté ailleurs dans le parc. Depuis 1994, un peu plus d'une centaine de médaillons portant le nom d'Arago et les indications NS pour nord-sud jalonnent le méridien de l'Observatoire de Paris depuis la cité universitaire vers la maison du Cambodge
jusqu'à la porte Montmartre. Vous en trouvez sous les guichets du Louvre, vers de la Comédie Française, devant le Sénat, etc. Vous avez peut-être, vous aussi, déjà foulé le méridien de Paris sans le savoir. C'est une belle histoire que cette histoire de calcul de la méridienne de Paris, afin de faire le parallèle avec le radiologue qui mesure sur les radios des éléments bien précis afin d'obtenir, lui, un diagnostic. Oui. Moi, c'est pas cela que ça m'inspire au premier chef. Enfin, je vous en parlerai parce que dans ce lieu, je suis moins un radiologue d'abord qu'un être humain tout court, parce qu'on est replongé dans l'histoire. Moi, je dirais que ce qui est formidable ici, c'est de replacer l'homme dans l'espace. Enfin, c'est ça qui s'est passé. Ou alors que jusqu'à, disons, le siècle des Lumières, puis la Révolution française, on a une vision anthropocentrique de l'humanité, ou du monde, où tout est tourné vers l'homme, où on refuse que ça soit la Terre qui tourne autour du Soleil, et ça doit être le contraire. Là, on s'aperçoit que l'homme est dans le monde, dans l'univers, et on essaye, au contraire, nous, de se replacer par rapport à cet univers, par rapport à ces méridiens. Et on prend donc conscience de la relativité des choses et de notre position dans la vie, dans la phylogénie des espèces. Et c'est ça, moi, le premier réflexe que ça m'inspire. Puis le deuxième, c'est vrai, alors là, c'est plus le radiologue qui part, c'est plus ce souci de la quantification, de la norme, du repère. Et c'est vrai que cette problématique, on la côtoie tous les jours. C'est finalement, pour définir la maladie, il faut d'abord définir la normale et la variabilité de la normale qui est toujours un spectre. Et donc, on a besoin d'abord de voir les variantes et puis même de définir la norme centrale, parce que finalement, ça c'est une norme centrale, il n'y a qu'un méridien. Et puis, un échelon de plus dans notre siècle, c'est de définir le spectre statistique, c'est-à-dire de combien a-t-on le droit de s'écarter de la normalité. Et ça, c'est plutôt le XXe siècle. Et ces deux éléments permettent de cerner la normale, la maladie, de la cerner plus tôt finalement, et d'agir plus tôt, de la prévenir. Que vous inspire cette volonté de matérialiser dans la pierre un tracé précis, complètement virtuel car purement mathématique? Je dirais que ça m'inspire deux choses. La première, c'est une nécessité. On est obligé d'inscrire dans le réel le virtuel. Les deux sont associés, le virtuel. Bon, il y a des tas de choses qui sont virtuelles. Un méridien, c'est virtuel, mais c'est en même temps une réalité, puisque ça régule notre vie. Il y a bien un moment où se lève et se couche le soleil en fonction du moment de l'année, du temps dans l'année. Donc ça, c'est une nécessité, encore une fois, dans la science, d'objectiver ces choses qui sont virtuelles. Puis à la fois, ça fait réfléchir sur ce que fait l'homme, où il veut absolument rendre matérialisées des choses qui ne peuvent pas l'être. Et alors il y a ce côté un peu pharaonique du pharaon qui n'arrive pas à véritablement être éternel. Donc il fait cette magnifique pyramide, cette immense pyramide qui est censée lui donner l'éternité alors que c'est complètement vain. Et pourtant la pyramide est là, ça peut lui donner l'illusion. Quelque part dans ce méridien, il y a une réalité qui nous fait progresser et quelque part quelque chose de vain et même quelque part trop rassurant en donnant un axe aux choses qu'elles n'ont pas finalement. Donc c'est peut-être d'ailleurs l'attitude devant la science, à la fois en tirer meilleure partie, quantifier, et puis à la fois toujours avoir une position critique par rapport à l'excès de la norme et l'excès de la normalisation. Est-ce que vous auriez aimé vivre à cette époque où toutes ces découvertes étaient en train de se faire et où les sciences prenaient leur essor?
J'aurais aimé voir cette époque, mais pas y vivre, parce que j'appartiens à ma génération, je dirais de plus en plus. Et moi, je suis pressé. Je suis pressé et nous, cette époque était formidable, mais elle nous paraît d'autant plus formidable qu'on en a une vision télescopique, où on voit les années se dérouler très très vite, mais il fallait voir que tout ça allait bien plus lentement finalement que maintenant. Et le nombre de choses que moi j'aurais pu voir dans ma vie, que j'espère encore pouvoir voir, et j'ai l'impression bien plus formidable. À la limite, moi je préférerais vivre dans le futur que dans le passé. On va maintenant vous demander un dernier effort. Vous allez vous diriger vers la statue qui se trouve derrière vous et prendre une enveloppe. Mais vous avez le temps de regarder les vitrines encore une fois. Il faudrait beaucoup de temps pour voir ça, parce qu'il y a des choses surprenantes. Il y a des choses surprenantes. Bon, on se rend compte que tout n'était pas si ridicule que ça. Hein. Souvent, on a une vision dans les livres d'histoire de la médecine, quelques livres que j'ai à la maison, on rit presque devant les traitements, les solutions proposées. Mais là, quand on voit les objets eux-mêmes, on se rend compte qu'il y a une technicité qui est celle de cette époque, mais qui est déjà élaborée. Bon, alors je vais prendre cette enveloppe. Voilà. Alors, c'est un questionnaire. Est-ce que vous pouvez nous le lire ou est-ce que c'est trop indiscret? Non, rien, il n'y a rien. On parle comme ça, alors il n'y a absolument rien d'indiscret. Au contraire, c'est amusant. Alors, la première question. La figure historique à laquelle vous auriez aimé ressembler. Une question que je ne me suis jamais posée. Le premier réflexe, c'est Moïse, mais c'était bien difficile. Diriger un peuple, diriger déjà un service, c'est déjà compliqué, mais diriger un peuple, ça aurait été encore bien plus compliqué. J'aurais certainement aimé plutôt être un écrivain. Quel est votre livre de chevet? Ah, alors vous demanderiez ça à mon épouse, c'est un de mes problèmes, ça, c'est que j'en ai une dizaine de livres de chevet. Et je les lis de façon un peu désordonnée, ils sont empilés et on n'aime pas à la maison ce désordre. Bon, je suis obligé de dire que le livre que je consulte le plus souvent sont les livres d'histoire. C'est peut-être en ce moment l'histoire de la Bible qui vous savez, est très controversée, où il y a plusieurs visions. La vision biblique elle-même, puis la vision d'architecture. Il y a des spécialistes d'architecture qui relisent la Bible d'une façon différente. Vos héros dans la vie réelle? Ah, ça c'est une question difficile. C'est tout sauf les gens importants. Mes héros dans la vie réelle, c'est les gens qui arrivent à dominer leur ego. Je n'en fais pas partie, comme vous le voyez. Mais ceux qui sont capables de dominer leurs pulsions. J'ai quelques amis. J'ai un ami qui est médecin avec moi à l'hôpital Lariboisière, et par exemple pour lequel j'ai une profonde admiration. Et quelques personnes comme ça qui font très très bien, avec désintéressement, leur métier de façon complète. Et ce sont ceux-là, c'est plutôt ce genre de personnes qui peuvent être mes héros. Votre plus grande peur? Alors là j'ai une réponse claire. Ma plus grande peur, c'est la mort. Je ne serai pas le seul dans ce cas-là. Mais je crois que c'est important de le rappeler.
Parce que la société cherche à vous inculquer le fait que la mort est naturelle et la mort c'est la fin de la vie. Alors si vous en doutez, un médecin peut le vérifier. Tout le monde, mais un médecin encore plus que les autres. Est-ce que c'est normal? Moi je crois que c'est absolument anormal. Je crois que l'esprit humain, ou l'animal, ou je suis sûr qu'un animal pense comme ça, ne peut pas intégrer sa propre mort. Votre film culte, eh ben, je dirais que mon film culte, c'est probablement Casablanca avec les Marx Brothers. Pourquoi? Parce que c'est, je dirais, c'est la suite de la question précédente, c'est-à-dire que bon, notre vie a quelque chose de dérisoire. Tout ce qu'on fait, bon, qui a un début, va avoir une fin. Et toutes ces choses qui nous paraissent aussi importantes bon, sont forcément recadrées par rapport à notre fin. Et bon, la dérision, finalement, c'est une manière de rappeler tout le temps ce fait-là et d'aborder différemment les problèmes de la vie. Bon, puis le Marx Brothers, bon, c'est l'acmé, c'est la manifestation la plus grande de la dérision face à la vie. Et puis c'est drôle, ça reste drôle. Alors le talent que vous voudriez avoir, ah oui, alors ça c'est sans aucun doute, j'aurais dit deux choses. J'aurais aimé certainement bien jouer au football, ça certainement. Être un bon sportif, j'adore le football, mais je ne suis pas très doué. Je compense par mon hyperactivité. Et puis l'autre talent, parce que j'en ai deux, moi ça aurait été vraiment de jouer d'un instrument de musique, ce serait mon grand regret. Parce que quand je vois mes amis jouer d'un instrument, ou je vois un artiste, ben, j'ai l'impression qu'il vit une seconde fois. Et puis avec ce que je vous ai dit, je ne peux pas ne pas regretter de ne pas avoir eu cette vie, cette seconde vie ou cette troisième vie parallèle. Alors, là, une autre question, votre devise. J'ai pas une devise comme ça. D'ailleurs, les devises, ça m'ennuie un petit peu. J'ai plutôt un mot, c'est l'amitié. Ce serait ça ma devise, ce serait un seul mot, parce que finalement, dans la vie, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste, c'est les gens qui vous accompagnent, et c'est l'investissement qu'on y a fait. Parce que on ne retrouve finalement que ce qu'on a apporté dans l'amitié. Les gens vous renvoient ce que vous leur avez donné, et c'est être capable de comprendre combien c'est important, combien dans les moments où on est tous occupés, combien il est important de donner un coup de fil, de se pencher sur l'autre, de garder le contact avec l'autre. Et c'est ça qui vous... Enfin, moi c'est comme ça que je le ressens maintenant, peut-être un peu plus avec l'âge, alors que c'était plus naturel avant, c'était plus un vécu, et puis voilà. Maintenant, j'ai plus besoin de mes amis, beaucoup plus. Et donc, j'ai besoin de me manifester auprès d'eux.